Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour votre journal sur cette LTV. Et dans les titres de ce vendredi 26 novembre, il y a le lancement de la 3e phase du Grenelle de l'environnement et ça se passe en région. Le premier comité régional du Grenelle pour le Languedoc-Roussillon a réuni aujourd'hui les acteurs locaux de l'environnement. Ils vont plancher sur des solutions concrètes de développement durable. Et puis la Banque alimentaire organise sa grande collecte annuelle. Des bénévoles sont postés jusqu'à demain à la sortie des supermarchés pour récupérer des denrées non périssables destinées aux plus démunis. Enfin, le Miam fête ses 10 ans à Sète. Le musée international des arts modestes présente une grande exposition qui restera en place pendant 1 an. Visite guidée à la fin de cette édition. Mais pour commencer ce journal, la guerre qui continue entre le Conseil général de l'Hérault et l'État. Après la réforme territoriale, c'est la question du financement des transferts de compétences et de leur compensation financière qui est posée. Le département a décidé de saisir la justice. Explication, Maxence Kérébel. Avis de tempête entre le Conseil général et l'État. Aujourd'hui, le département demande à la justice de trancher un contentieux financier. En cause, notamment les transferts de compétences décidés par le gouvernement. Pour le président du Conseil général, ces transferts n'ont pas été financés. Et puisque sa lettre au Premier ministre est restée sans réponse, il demande à la justice de trancher. Je demande au juge d'examiner cette situation qui fait problème. Les lois territoriales ont placé les collectivités dans des difficultés extrêmes. Aujourd'hui, ces collectivités, pour certaines, sont à la veille de déposer le bilan. Ce n'est pas le cas du département de l'Hérault. Je dis que ça ne va plus. Et donc je dis il faut revoir la loi. Il faut modifier la loi où il faut apporter aux collectivités la compensation qu'ils demandent pour pouvoir régler les notes. L'Hérault n'est pas le seul à critiquer le gouvernement sur cette question. D'autres départements comme la Loire-Atlantique ou la Haute-Garonne ont entamé des recours judiciaires du fait de leur situation budgétaire. Certains départements, je pense à la Seine-Saint-Denis avec mon ami Barthelone, a voté un budget que l'on dit insincère, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus l'équilibre entre les dépenses et les recettes. Et donc les recettes excédaient les dépenses excédaient les recettes, et donc à partir de ce moment-là, ils votaient un budget en déséquilibre. Quoi qu'il arrive, le Conseil général prépare déjà une autre action judiciaire. Il déposera bientôt devant le tribunal administratif une question prioritaire de constitutionnalité. À la justice de dire donc si le transfert de charges a été oui ou non compensé. Et on continue avec les relations un peu meilleures entre l'État et les collectivités avec le Grenelle de l'environnement qui est entré ce matin dans sa 3e phase en Languedoc-Roussillon. Et ça a commencé par la signature d'une convention entre l'État et la région et la mise en place d'un comité régional du Grenelle, le second à être créé en France après la région Alsace. Un comité qui tenait sa première réunion aujourd'hui sur l'écosite de Metz avec des collectivités mais aussi des associations, des salariés, des employeurs. Après la déception suscité par les 2 premières phases du Grenelle de l'environnement. Il s'agit maintenant de promouvoir des solutions concrètes sur le terrain. Pas facile, mais les groupes de travail ont 2 ans devant eux pour travailler sur l'habitat, les transports, l'énergie, la biodiversité ou les déchets. On écoute le préfet de région, Claude Balland, et Christian Bourquin, le président de la région Languedoc-Roussillon. Ils reviennent sur le rôle de ce nouveau comité régional du Grenelle de l'environnement. C'était ce matin. Écoutez. C'est donc, pour parler simple, le Parlement un peu de l'environnement en région. On réunit tous les acteurs, tous les gens intéressés pour discuter des grands projets aussi concrets que par exemple l'agriculture durable, la submersion marine, la protection de notre littoral qui est en Languedoc-Roussillon très fragile. C'est comment faire repartir l'éolien parce que l'acceptation de l'éolien est de plus en plus difficile. C'est le développement du photovoltaïque. Tous ceux qui travaillent dans l'environnement ont pris les dossiers à bras le corps et ont dit voilà, ce qu'on pousse depuis plusieurs années, faisons-le vivre dans l'environnement d'autres secteurs, environnement social, environnement économique. Et donc privilégions en fait notre espace pour la qualité de vie de nos concitoyens. Ce qui n'est pas évident parce qu'il faut répondre à la fois à ce besoin de logement, à ce besoin de développement des entreprises et à la fois en préservant la force de notre patrimoine et de notre environnement. Et en marge de ce premier comité régional du Grenelle, nous avons profité de la présence du président de région pour lui demander ce qu'il pensait de la candidature unique de Jean-Pierre Moore pour la présidence de l'agglo de Montpellier et de l'accord trouvé avec Hélène Mandroux. Une information que nous avions développée dans notre journal d'hier. On écoute Christian Bourquin. J'ai le sentiment que tout se dessine maintenant ouvertement pour que mon ami Jean-Pierre Moore soit
le successeur de Georges Frêche dans cette instance. Georges Frêche le voulait, comme cela, il l'avait dit. L'ensemble des élus ont été fidèles à l'engagement de Georges Frêche, et donc c'est une bonne chose que ça se fasse comme c'était programmé, parce que Jean-Pierre Moore sera un très bon président de l'agglomération de Montpellier. La grande collecte annuelle de la Banque alimentaire, c'est depuis ce matin et jusqu'à demain. Les bénévoles de l'association humanitaire sont postés à la sortie des supermarchés. Ils reçoivent le renfort cette année d'étudiants de Subdeco. Tous récupèrent des denrées non périssables que vous pouvez acheter en même temps que vos courses pour venir en aide aux plus démunis. Vous pouvez donner des produits de base, du lait, de l'huile, des pâtes, du chocolat aussi, mais aussi des petits pots ou des couches pour bébés. N'hésitez pas. Je vous propose d'écouter les étudiants justement de Subdeco qui s'implique donc aux côtés des bénévoles de la Banque alimentaire. C'était en fin d'après-midi au micro de Jean Brun. Alors il y a certaines personnes qui sont très sensibilisées à la banque alimentaire et du coup ils sont assez généreux et donnent pas mal de choses. Il y a des gens à qui ça n'intéresse pas du tout, ils ne veulent presque rien savoir, ce qui est normal aussi, ce qui est compréhensible. Donc c'est assez partagé, mais on arrive quand même à s'en sortir et à avoir des gens généreux dans l'ensemble. Par rapport à l'année dernière, les résultats sont meilleurs, il y a une meilleure mobilisation de la part de nous, des étudiants, mais aussi de la part des personnes qui donnent de plus gros sacs et des produits beaucoup plus intéressants aussi. La 7e fête des vignes a ouvert ses portes ce matin sur la place de la Comédie. 100 000 visiteurs en 2009. Les organisateurs comptent bien faire mieux cette année. Pendant 2 jours, le principe est toujours le même. Pour 2 €, vous aurez droit à un verre et un pass pour 3 dégustations auprès des 40 vignerons présents. Dimanche, vous pourrez même visiter directement les caves des viticulteurs. Un week-end dédié à la découverte du vin local, avec modération bien évidemment. Jean Brun est allé capter l'ambiance tout à l'heure sur la Comédie. Regardez. Un petit souci, on va écouter tout de suite les premières réactions à cette fête des vignes et les premiers commentaires. L'ambiance. Bon, on l'a pas, voilà. On verra ça lundi. On reviendra bien sûr sur cette fête des vignes. Donc les fonds de toute façon seront récoltés et sont récoltés. Une partie des fonds, je vais y arriver, récoltés à l'occasion de cette fête des vignes seront reversés à une œuvre caritative, le SIDAction. Le MIAM, Musée international des arts modestes de cette fête, ses 10 ans. Et à cette occasion, il lance une grande exposition en 12 actes, les territoires de l'art modeste. Ça démarre ce samedi et ça va durer 1 an. Et chaque mois, des événements seront organisés autour des 12 expos. Olivier Brachard a plongé dans le MIAM. Regardez. En 10 ans, le territoire de l'art modeste s'est étendu. Le MIAM à 7, pionnier en la matière, présente des œuvres confrontant l'art populaire à l'art contemporain. 12 créations à la symbolique forte pour souffler les 10 bougies du musée. Le monde a énormément changé et aussi la manière de voir. Quand on a commencé, aucun musée ne faisait d'exposition transversale où on pouvait rencontrer de l'art populaire, de l'art contemporain, de la création d'aujourd'hui, etc. Et là, on commence à voir depuis quelques années, par exemple, je prends l'exemple du Quai Branly, qui ont fait des expositions où il y a des croisements d'art ethnologique avec des artistes contemporains et avec aussi de l'art populaire. Robert Combe a retrouvé une reproduction amateur de bande dessinée datant des années 40. Il en a fait une œuvre travestie en relief, en noir et blanc et projetée en ombre chinoise. Quand l'artiste regarde avec un miroir déformant. Lui, il essaye de faire beau, de faire bien, et moi, j'essaye de faire mal. Voilà. Alors moi, c'est le mal, et lui, c'est le bien. Mais en vérité, c'est moi le bien et c'est lui le mal. Parce que ça, c'est simplement dans notre univers chrétien, disons qu'on pourrait croire que c'est moi le mal. Donc moi, je suis en négatif. Donc je suis en négatif de la bande dessinée ou de la création, puisque je fais le trait est blanc et le fond est noir. Autre œuvre, celle de Stéphane Pancréache, qui a mis en scène ces paños, mouchoirs sur lesquels les détenus mexicains dessinent pour faire passer des messages à leur famille. Ici, la création ne demande qu'à sortir. Elle rejoint profondément la démarche intérieure que chaque artiste vit ou vivra ou auquel il est confronté de toute façon. C'est-à-dire, vous êtes enfermé dans votre tête, vous avez quelque chose à dire, à exprimer, etc. Et il s'agit de le faire sortir, littéralement.
Avec cette exposition, le Miam a juste l'ambition de témoigner des mutations du monde. La Terre tourne et les objets qui restent sont autant de moyens d'expression pour les adeptes de l'art modeste. Retour sur la fête des vignes, nous avons retrouvé les fameuses réactions et l'ambiance sur la place de la Comédie. C'était il y a quelques minutes au micro de Jean Brun. Regardez. C'est excellent, la soirée se passe très bien, tous les commerçants sont agréables et nous reçoivent très très bien, il n'y a pas de problème, et tous les crus sont bons. Le rosé, sympa, très sympa. C'est une bonne façon de découvrir les productions locales et c'est pour la bonne cause, donc c'est vraiment très bien. Mais on est venu pour déguster les vins de la région, du Languedoc, et voilà quoi, on est venu, on déguste. Là on déguste depuis 4 heures d'ailleurs. On a assisté à l'atelier, donc ça c'était très bien puisqu'il y avait un sommelier qui nous a un petit peu appris tous les termes relatifs au vin. Non, c'est très bien. Voilà, des vins à déguster avec modération jusqu'à demain sur la place de la Comédie et dimanche carrément dans les caves des viticulteurs, je vous le rappelle. Sans transition, Shakira va enflammer l'Arena, c'est dans quelques minutes. Un concert événement de la bombe latina devant 14 000 personnes. Les fans sont arrivés très tôt pour espérer apercevoir la star colombienne avant le concert. Shakira devrait ravir son public avec sa voix mais aussi avec son légendaire déhanché. On écoute les fans de la chanteuse, c'était tout à l'heure devant l'Arena au micro d'Ilan Azo. Je suis là parce que je suis un grand fan de Shakira et je suis arrivé là depuis 4 heures du matin, j'ai campé devant et j'attends son arrivée avec impatience. Justement Shakira, parce qu'elle vient pas tout le temps à Montpellier, d'ailleurs elle vient jamais, c'est la première fois, donc on est venu voir ça quoi. L'ambiance qu'il va y avoir à 8h, ça va être un truc de fou. Sport, Ligue 1 avec un coup dur pour le MHSC. Le milieu de terrain chilien Marco Estrada ne participera pas au choc contre Marseille au stade Vélodrome demain. Il est victime d'une douleur au mollet droit. Et puis du hand ce dimanche à 17h à l'Arena. C'est le début des matchs retour de la Ligue des Champions, 5e journée. Le MHB reçoit les Danois de Kolding. Les Montpelliérains avaient battu chez eux, que les Montpelliérains avaient battu chez eux, je vous le rappelle. C'était le week-end dernier, 36-28. On écoute Patrice Canaillé, l'entraîneur du MHB. Il parle de la rencontre de dimanche, mais aussi de Michael Guigou, qui après ce match ne reverra pas les parquets avant 2011. Regardez. C'est avant tout un match très 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 important parce qu'on est dans une situation où on a réussi une très belle performance à l'aller qui nous a très bien replacés dans cette poule puisqu'on est actuellement en second avec 3 équipes ex-aequo. Maintenant, la difficulté pour nous, c'est justement de rester très concentré sur le retour parce qu'on a absolument besoin de cette victoire pour continuer notre marche en avant et rester bien positionné dans cette poule. Voilà. Donc c'est vraiment le match qui peut être dangereux parce qu'on va avoir une équipe de Kolding revancharde et qui va être mieux préparée qu'au match aller. Et j'espère qu'on aura une équipe de Montpellier au moins au même niveau, voire encore mieux pour nous offrir une belle victoire. Michael Guigou va se faire opérer mardi du genou. Il a un petit bout de cartilage qui se promène dans le genou et qu'il faut maintenant enlever. Donc il va essayer de nous donner un dernier coup de main sur ce match de Kolding parce qu'on aura besoin de toutes nos forces vives. Et puis après, il sera absent à peu près 4 semaines pour se faire enlever ce bout de cartilage qui traîne. Montpellier-Kolding, je vous le rappelle, dimanche 17h à l'Arena. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Le prochain rendez-vous avec l'actualité en direct sur cette LTV, c'est le Flash, lundi à 12h30. Très bon week-end à tous.